Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast YouTube, je vais parler du lien entre les manipulations de la timeline et le ciblage en réseau. Et donc c'est un thème absolument inédit qui, à ma connaissance, n'a été que très peu abordé en langue française, tout du moins. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer que tous nos webinaires sont disponibles, tous les enregistrements de nos webinaires sont disponibles sur notre site www.librairiedubonheur.com. Et là, il y a une douzaine de webinaires depuis le début de l'année 2024. Et je mettrai le lien juste en dessous, comme ça, si cela vous intéresse, vous pouvez vous procurer l'enregistrement du webinaire qui vous intéresse et je vous enverrai le webinaire sous 24 heures par gros fichier. Sachez également que le podcast abonnement de la semaine de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr est consacré au scénario programmé dans la fausse création. Et dans ce podcast, je fais le lien entre les différents scénarios programmés dans la fausse création, le jeu de cartes Illuminati Card Game et la présence non humaine. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la partie abonnement de notre site, vous retrouverez des centaines d'heures de podcasts inédits et des analyses de l'actualité. L'analyse de l'actualité de cette semaine sortira demain ou après-demain et sera consacrée notamment aux drones mystérieux aux États-Unis, à leur lien avec le projet Bluebeam, et je ferai le lien avec les intelligences artificielles et de nombreux autres événements de l'actualité. Donc, vraiment, abonnez-vous parce qu'il y a énormément d'informations. Il y a des centaines d'heures de podcasts inédits. Donc, voilà. Et en plus, ça vous permet de soutenir notre recherche. Sachez également, pour ceux qui sont sur Paris, que l'on organise une visite guidée conférence le dimanche 29 décembre 2024 qui se portera sur le lien entre le temps et les Men in Black. Et on verra que les Men in Black sont un type d'entité totalement différent de ce que l'on peut penser. Et on verra qu'ils sont connectés au temps. Donc, pour ceux que ça intéresse, le lieu de rendez-vous, c'est à la place Saint-Michel, Paris 5e, métro Saint-Michel, ligne 4, ou RER Saint-Michel, ligne B ou C, le dimanche 29 décembre 2024 à 13h. Donc, de toute manière, je mettrai le lien pour avoir une vision plus détaillée du programme de cette visite guidée conférence juste en dessous de ce podcast. Sachez également que le samedi 4 janvier 2025, et oui, on est déjà en 2025, j'organise une conférence en présentiel à Paris sur le thème du reset. Et on verra tous les aspects occultes, les aspects métaphysiques de ce qu'il y a derrière le reset, parce que c'est une notion qui est très souvent vue au niveau des 5 sens, alors qu'il y a des implications au niveau spirituel, au niveau aussi de la présence d'entités non humaines. Sachez également que le samedi 18 janvier 2025 de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème du temps, du voyage dans le temps. Et donc, si ça vous intéresse, je mettrai également le lien pour vous inscrire à ce webinaire
en direct du samedi 18 janvier 2025. Par ailleurs, si vous avez vécu des expériences de manipulation de timeline, comme je vais vous décrire dans le podcast qui va suivre, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, notre adresse mail est sur notre blog, et pour arriver à notre blog, c'est les liens juste en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages de manipulation de la timeline, si vous en avez, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et c'est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, et je pense que c'est une clé pour comprendre la nature de cette réalité. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Donc, avant de commencer, je vais rappeler pour essentiellement ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois, ce qu'est notre réalité. On est dans une réalité holographique qui est à base de plasma, qui a été mise en place par des entités non humaines. Ces entités non humaines manipulent cette réalité via essentiellement le temps, via aussi des scénarios et en manipulant justement les pensées, via les pensées intrusives. Ces entités peuvent se manifester au niveau physique, lors d'abduction, au niveau astral et au niveau psychique par le phénomène des pensées intrusives que j'ai décrit dans plusieurs podcasts. Une des clés pour comprendre cette réalité holographique, c'est le temps. Et le temps est issu des technologies des entités sans âme. Le temps, c'est lié aux technologies des entités sans âme. Et le temps, comme on le verra dans le webinaire, c'est quelque chose qui est manipulé, programmé par les entités non humaines, puisqu'elles sont au-delà du temps tel qu'on le connaît. Donc ça, c'est une première chose. Notre réalité holographique, cette fausse création, cette matrice, est également constituée d'une multitude de dimensions. Elle est également constituée d'une multitude de timelines. Les timelines, c'est quoi? Les dimensions, c'est en gros habité par des entités non humaines. Les timelines, c'est des réalités parallèles que l'on va créer à chaque instant en fonction de nos choix. Par exemple, j'ai une tasse de thé. Là, je fais le choix de boire mon thé. Je crée deux timelines. La réalité consensuelle, c'est quand je bois le thé. Et la réalité alternative, c'est la réalité où je ne bois pas le thé. Les deux timelines vont coexister dans le même espace. Elles vont être là, mais mon point d'attention, le point d'attention général est sur la timeline où j'ai bu le thé. Et donc, à chaque fois que l'on est confronté à des choix, on crée une timeline nouvelle. Donc, bien évidemment, il y a une infinité de timelines. Et la timeline, notre réalité consensuelle, les timelines peuvent être manipulées par ces entités non humaines. Pour comprendre pourquoi, il faut voir notre réalité comme un jeu vidéo hyper sophistiqué. Le programmeur du jeu vidéo peut à tout moment modifier la réalité des personnages de ce jeu vidéo. Donc, les différentes timelines peuvent être modifiées, fusionnées entre elles, et parfois, notre timeline peut être totalement modifiée. Donc, c'est quelque chose qui est, c'est un fait que notre réalité est constamment modifiée. Et ça explique des phénomènes comme l'effet Mandela, où des personnes vont se rappeler que Mandela est mort dans les années 80 en prison, alors qu'il est mort en 2013 dans la réalité consensuelle, après avoir été président
de l'Afrique du Sud. Donc ça montre qu'il y a une reprogrammation de la timeline. L'effet Mandela s'apporte aussi sur des logos de marque, mais à mon avis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. À mon sens, notre histoire collective, notre histoire individuelle est constamment manipulées, reprogrammées par les entités sans âme, puisqu'elles sont au-delà du temps. Puisque le temps tel qu'on le connaît n'existe pas pour les entités sans âme, puisque c'est une technologie pour les entités sans âme. Ça explique que la timeline Tartaria a été remplacée par une timeline synthétique. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette notion de timeline a été comprise très vite par les peuples primitifs, ou dits primitifs, parce qu'ils sont tous sauf primitifs, notamment les Amérindiens, les aborigènes, qui parlaient déjà de cette manipulation du temps. La manipulation du temps, de la réalité et de la timeline est également décrite par les gnostiques. C'est également décrit dans la mythologie arabo-musulmane par le fait que les djinns étaient capables de manipuler le temps, la timeline. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, toutes ces notions de manipulation du temps, de manipulation des timelines. Scientifiquement, la physique quantique explique bien que le temps peut être totalement manipulé. À l'heure actuelle, il y a des scientifiques, le temps, les timelines plus exactement, et le temps peuvent être manipulés, parce que comme on l'a dit, c'est deux choses différentes. Là, on parle de timeline. La physique quantique explique que cette timeline peut être manipulée en permanence. Du reste, il y a des informaticiens et des physiciens qui travaillent pour le MIT, qui ont officiellement annoncé que notre réalité est une réalité qui est holographique et que notre réalité fonctionne comme une simulation, qu'on est vraiment dans une matrice. Rich Van Wyk, un chercheur du MIT, a publié plusieurs livres à ce sujet. Et dans ces livres, il parle de l'effet Mandela, de la manipulation de timeline. Donc ça, c'est quelque chose que les scientifiques de pointe commencent à admettre. Même Einstein parlait de la relativité du temps, que le temps, la timeline était manipulable. Il parlait du reste de dimensions parallèles, de timeline parallèles et de choses comme ça. Donc c'est un concept qui est admis par les scientifiques de pointe. Et c'est aussi un concept que les chamans des peuples dits primitifs connaissent depuis la nuit des temps. Par exemple, Don Juan Matus, qui enseignait à Castaneda, parlait de ça. Les chamans sont absolument au courant de ça. Et du reste, c'est très bien que les scientifiques de pointe commencent vraiment à rejoindre les chamans. Parce qu'en fait, science et spiritualité ne sont pas antagonistes, c'est deux thèmes qui vont ensemble. Donc, la notion de timeline a été aussi très travaillée par le feu Paulino. Paulino, c'était un chercheur américain, spécialiste vraiment des phénomènes de hantise, de la présence d'entités non humaines, qui avait travaillé avec les Warrels et qui avait aussi qui a été un des premiers à parler de phénomènes comme l'immortalité quantique, comme les timelines multiples, le multivers, les dimensions multiples. Et il expliquait donc qu'on avait une existence sur différentes timelines. Et cet enseignement, il a tiré d'une rencontre avec un aborigène australien.
Donc Polino était à un arrêt de bus quand il était tout jeune, dans les années, jeune séminariste, donc dans les années 60 ou 70, puisqu'il était séminariste avant ensuite de sortir de la religion. Et il attendait un bus, et le bus avait du retard. Et il était plus ou moins à un arrêt en plein désert, une espèce de correspondance en plein désert. Et là, un aborigène arrive. Donc c'est un homme qui est extrêmement petit, selon ce que disait Polino, un homme de petite taille, et puis ils se mettent à discuter. Et là, il comprend que Polino est dans la spiritualité, et il commence à échanger. Et pendant les heures d'attente, puis ensuite pendant les heures de quart, l'aborigène et Polino n'ont pas arrêté de parler et d'échanger. Et en quelques heures, il a donné un enseignement à Polino qui a complètement changé sa perspective et son regard sur le monde. Suite à ça, il a quitté le séminaire et il s'est mis dans la recherche un petit peu comme on le fait. Donc il a été le premier à parler de ces notions de timeline et de temps aussi et de dimension. Mais restons-en au timeline. Polino expliquait donc dès les années 80, 70-80, que notre réalité était composée d'une multitude de timelines. Et Polino avait des dons de médium, donc il arrivait à communiquer avec les différentes timelines. Par exemple, un jour, il avait reçu un message désespéré d'un pilote qui venait de mourir dans une timeline, dans un accident d'avion qui n'avait pas eu lieu dans cette timeline. Et Polino expliquait au pilote, comme un médium, comme un passeur d'âme, explique à un décédé, il lui expliquait d'aller vers la lumière. Donc, parce qu'il arrivait à parler au-delà des timelines. Donc, le pilote, complètement confus et tout, communiquait à Polino, disait qu'il était extrêmement triste qu'il soit mort parce qu'il voulait être avec sa femme et des choses comme ça. Et donc Polino lui dit d'aller vers la lumière, qui est après, l'au-delà, c'est totalement manipulé par les entités non humaines. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc Polino sent que le pilote est réticent à partir. Donc il lui dit, et finalement, il arrête parce que le pilote ne veut absolument pas partir. Et il ressent littéralement la tristesse du pilote. Et ça dure pendant plusieurs jours, et à un moment, ça s'arrête totalement. Donc Polino pense que le pilote est enfin parti vers la lumière, plus exactement la fausse lumière, puisque c'est toute une manipulation dans l'au-delà. Mais en fait, pas du tout. Polino comprend que le pilote qui est mort dans une timeline parallèle a en fait fusionné avec un autre aspect de lui-même dans une autre timeline. Et il a eu l'information, il a capté l'information comme quoi le point d'attention du pilote s'était dirigé de la timeline où il était mort dans un accident d'avion vers une autre timeline où il était bien vivant avec sa femme et sa famille. Donc c'est ce qui s'appelle l'immortalité quantique. Et l'immortalité quantique, j'ai plusieurs témoignages de cela. Notamment le témoignage d'une jeune fille qui était dans le Var et qui revenait de l'école. Donc c'était les années 80 ou 90, dans un petit village de quelques centaines d'habitants. Et là, le drame se produit. Elle est en train de marcher et elle est fauchée par une voiture. Et là, elle est projetée en l'air, elle tombe et elle se sent
mourir. Elle sent même ses poumons se remplir de sang, elle sent que sa respiration s'arrête, elle se sent littéralement mourir. Puis, d'un coup, elle est à nouveau en train de marcher, de rentrer chez elle comme si de rien n'était. Donc elle est très choquée par cette expérience, elle en parle à sa mère, et sa mère lui dit « Mais tu es complètement folle, tu n'as pas vécu, tu n'as jamais été écrasée, sinon tu penses bien que je l'aurais su, qu'on serait venu me prévenir. » Rappelez-vous que c'est les années 80 ou 90, qu'il n'y a pas encore de téléphone portable. J'aurais entendu les ambulances et tout ça, arrête d'inventer des histoires. Et ça en est resté là. Et en fait, cette jeune femme s'est retrouvée dans une timeline, elle a fusionné avec une timeline alternative, en l'occurrence notre timeline, où elle n'était pas morte. Et elle a continué de vivre dans une autre timeline. Aux États-Unis, il y avait une fille et sa mère qui étaient en train de descendre une route de montagne, et là, elles perdent le contrôle de leur véhicule, et elles se retrouvent contre un camion. Elles ont un accident avec un camion. Là, les deux femmes, en tout cas la fille, se sent mourir. Pareil, elle sent son souffle s'arrêter, elle se sent mourir, elle se sent en train de s'élever de son corps. Puis d'un coup, elle est dans la voiture avec sa mère comme si de rien n'était. Et en une fraction de seconde, elle se rend compte qu'elle est à quelques secondes qu'elle est revenue quelques secondes avant la collision avec le camion. Donc là, elle dit à sa mère qui conduisait mets-toi sur la droite le plus rapidement possible. Et la mère fait un coup de volant sur la droite. Le camion arrive, et là, la voiture est touchée. Mais c'est juste le rétroviseur qui part. La voiture n'est pas touchée de plein fouet. Donc là, on a un cas où la mère et la fille allaient mourir, et elles sont même mortes sur une autre timeline, et elles se sont retrouvées dans une timeline parallèle quelques secondes avant l'impact où elles n'étaient pas mortes. Donc ça on voit que c'est ce qui s'appelle l'immortalité quantique, parce que il y a ce phénomène de timeline, et parfois lors des cycles d'incarnation et de réincarnation qui sont totalement manipulés par les entités non humaines, des entités non humaines peuvent littéralement réincarner une personne dans une autre timeline, voire réincarner une personne dans une autre époque ou même une autre dimension, parce qu'elle joue avec les cycles d'incarnation, réincarnation. Tous les cycles d'incarnation, réincarnation sont manipulés et ne sont d'ailleurs pas des cycles d'incarnation, réincarnation, mais des vies simultanées. Alors, cette notion d'immortalité quantique, les chamans l'ont compris, les scientifiques l'ont compris, il y a des témoignages et il y en a énormément, et les hypnothérapeutes l'ont aussi compris. Par exemple, il y a des hypnothérapeutes de pointe, donc, qui ont compris que le temps n'existe pas. Des hypnothérapeutes comme Stéphanie Nadon, Greta ou Nathalie Knepper, que j'ai eu la chance d'interviewer, et il y en a d'autres aussi comme Nagis, qui se mettent en état modifié de conscience. Toutes ces personnes ont compris aussi que le temps n'existait pas, que tout était simultané, que le temps, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est issu des technologies des entités non humaines, que c'est une manipulation, et que ça existe uniquement dans cette fausse création. En réalité, tout est simultané. Et très souvent, ces hypnothérapeutes arrivent à soulager des problèmes dans cette timeline qui tirent leurs racines d'autres timelines. Bien évidemment, après, il n'y a pas que ça, il y a tout un travail sur soi, mais
mais les autres timelines ont un impact. Et c'est logique, les timelines sont un petit peu comme les branches d'un arbre. Donc, il y a ces cas d'immortalité quantique dont on a parlé, qui sont plutôt positifs, où des personnes continuent à vivre sur d'autres timelines, après des accidents et tout. Donc c'est plutôt positif. Ça peut être lié carrément à la conscience supérieure qui d'une manière ou d'une autre transcende cette notion de timeline, transcende la programmation pendant un certain temps et arrive à se remettre dans une autre timeline. Mais il y a des cas de manipulation, il y a des cas de manipulation de timeline qui laissent à penser qu'il y a vraiment les entités non humaines qui sont en jeu. Ça laisse à penser quelque chose qui est lié aux entités non humaines. Après, on peut parler de bugs dans la fausse création, parce qu'il y a des bugs dans la fausse création, puisque c'est un système qui fonctionne comme un système informatique. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est au-delà des bugs. Donc, je vais un petit peu parler de ces cas. Et après, on va essayer d'émettre des hypothèses. Donc, il y a un cas qui a eu lieu au Canada. Un certain monsieur Jackson, donc qui est quelqu'un qui est père de famille, quelqu'un qui est marié, père de famille, qui travaille dans un bureau et qui a une vie extrêmement heureuse. Et un matin, il se lève et il découvre que son cartable est marron. Or, il est interpellé parce que son cartable, d'habitude, est un cartable noir. Et là, il se dit, mais c'est bizarre que mon cartable soit marron. J'y comprends rien. Donc, il dit à sa femme, est-ce que tu as changé mon cartable? Parce que j'ai un cartable noir, comme tu le sais. Et elle lui a dit, non, tu as toujours eu un cartable marron. Donc, ce monsieur Jackson est vraiment... ce monsieur Jackson, il est vraiment très... Il a une sensation un petit peu de malaise. Il y a quelque chose qui va mal. Et il pense perdre la tête. Donc là, il va à son travail. La journée se passe plutôt bien. Il rentre chez lui. Et le soir, il fouille dans sa poche. Et là, il prend sa clé pour ouvrir sa porte. Et il se rend compte que le porte-clés a changé. Ce n'est plus le même porte-clés que d'habitude. D'habitude, le porte-clés de M. Jackson, c'est un petit ballon de football. Là, c'est autre chose. Donc, il se dit, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je dois être très fatigué. Et puis, il demande à sa femme, mais est-ce que tu as changé mon porte-clés? Sa femme lui dit, jamais, je touche jamais à tes clés. Donc, M. Jackson est vraiment embêté. D'autant plus qu'il aimait son porte-clés parce que c'était un petit ballon de football qui lui avait été offert par son fils. Donc, il se dit qu'il doit être fatigué, qu'il doit être surmené au travail. Donc il se couche et le lendemain, il repart à son travail. Avant de partir à son travail, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Des objets qui ont été un petit peu déplacés, des choses qui ont changé. Il n'arrive pas trop quoi expliquer. Donc il a toujours cette sensation de malaise. Il se sent pas très bien. Parce que voilà, il est troublé, il se demande s'il perd pas la tête, voilà, il sait pas trop ce qu'il a. Et puis là, il arrive à son travail. Et d'habitude, à son travail, il y avait une hôtesse d'accueil qu'il connaissait depuis de nombreuses années, qui était une femme très, très souriante. Et à Noël, la femme de M. Jackson avait cuisiné des cookies pour
pour cette dame et pour sa famille, puisque la femme de M. Jackson était connue pour sa cuisine. Et là, à la place de la femme très souriante, c'est un homme qui a une tête très maussade, mais qui semble connaître M. Jackson. « Bonjour, M. Jackson, comment allez-vous » avec un ton relativement maussade. Et M. Jackson est surpris parce qu'il n'a jamais vu cet homme. Donc là, il va à son travail, et puis il se met à parler avec son collègue de bureau. Et puis dans la conversation, il demande au collègue de bureau qu'est-ce qui est arrivé, elle est partie, l'hôtesse d'accueil, elle était si sympathique et si souriante. Et le collègue de bureau lui dit, mais Jackson, tu es complètement fou, il n'y a jamais eu d'hôtesse d'accueil, il y a toujours eu Scott. Scott? Mais qui est Scott, dit M. Jackson. Ben, Scott à l'accueil. Donc là, Monsieur Jackson est vraiment très troublé. Le soir, il rentre chez lui et il demande à sa femme si elle se rappelle d'avoir fait à Noël des cookies pour l'hôtesse d'accueil. Et sa femme lui dit non, je ne savais même pas que tu avais une hôtesse d'accueil à ton bureau. J'ai jamais cuisiné de cookies pour tes collègues de travail. Donc Monsieur Jackson est vraiment de plus en plus inquiet. Le lendemain, il va à son travail et dans son bureau, il y a une photo de sa famille. La photo de sa famille est toujours là, mais elle a changé. Il n'y a plus... La photo de famille avait été prise dans une région du Canada. Là, il y a des palmiers. Et là, en arrière-plan, c'est la même photo avec sa femme et ses enfants. Mais il y a des palmiers et une plage de sable fin. Donc là, il n'y comprend plus rien. Et il commence à se demander si quelqu'un ne lui fait pas une farce ou quelque chose. Donc là, il rentre chez lui et il prend quelques jours de congé parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pendant son congé, il y a aussi des choses qui changent chez lui. Il ne comprend pas des petites choses qui changent. Donc il pense vraiment qu'il est surmené. Il en parle à sa femme et lui dit « Tout a toujours été comme ça ». Donc là, M. Jackson prend son courage à deux mains. Il se dit « Bon, maintenant, tu reprends ton travail, tu es très bien », et il va au boulot. En arrivant au boulot, il retrouve son collègue de travail. Et son collègue de travail lui dit « Est-ce que ça va mieux? Parce que j'ai appris que tu étais malade. » Monsieur Jackson lui dit « Oui, ça va mieux, mais quand même, ça va pas très fort en ce moment. » Et le collègue de travail lui dit « Moi non plus, ça va pas très fort, parce que mon fils a fait une chute et s'est cassé un bras. Et il a été opéré. Donc, c'était une période très éprouvante. » Et là, Monsieur Jackson lui dit ben, « T'inquiète pas, il va vite guérir. Moi-même, j'ai eu le même accident. » Et Monsieur Jackson remonte sa chemise pour montrer à son collègue la cicatrice d'une opération à son bras qu'il avait eu dans sa jeunesse. Et là, Monsieur Jackson voit qu'il n'a pas de cicatrice. Donc là, c'est la panique. Et cette fois, il rentre chez lui et il prend plusieurs jours de congé pour vraiment... Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et puis, il pense qu'il a un problème psychique, qu'il a vraiment quelque chose qui est explicable scientifiquement. Donc, il commence à chercher sur Internet des gens qui se retrouvent dans une réalité qui n'est plus la leur. Et sur Internet, il voit qu'il n'y a pas de problème médical qui parle de ça. Au contraire, il voit des témoignages de personnes, très nombreux, et il y en a effectivement de très nombreux, de personnes qui se retrouvent dans des réalités totalement différentes. Et là, il va sur un forum pour essayer de voir des témoignages. Et puis, il y a un homme qui habite pas au Canada, mais aux États-Unis, qui
qui a le même prénom que lui, mais inversé. Par exemple, mon prénom, c'est Paul-Henri, et la personne aux États-Unis s'appellerait Henry-Paul. Le deuxième prénom de Monsieur Jackson, le deuxième prénom de Monsieur Jackson, ça devient le premier prénom de cette personne. Donc il est intrigué et il regarde. Et cette personne, elle explique sur le forum qu'elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé parce qu'elle a perdu ses clés, mais elle les a retrouvées ensuite, mais que le porte-clés était un ballon de football. Cette personne aussi explique qu'elle a perdu son cartable et qu'elle était très gênée parce que dans son cartable, il y avait tous ses dossiers de travail et des clés USB, et qu'après, elle a retrouvé son cartable avec tous les dossiers à l'intérieur, mais le cartable n'était plus marron, mais noir. Donc là, Monsieur Jackson comprend qu'il a affaire à quelque chose de réel. Après, la personne décrit des objets qui se sont déplacés, et c'est de la même manière que Monsieur Jackson, mais tout est en miroir. Donc là, il se dit, mais c'est un truc de fou. Contactons cette personne. Il commence à contacter cette personne qui est aux États-Unis sur le forum, mais il n'arrive pas à envoyer son message. Donc, Monsieur Jackson enregistre la page pour montrer à sa femme qu'il n'est pas fou. Et il essaye, mais il n'arrive absolument pas à envoyer le message. Mais au moins, il se dit qu'il a enregistré la page. Donc, le soir arrive, la femme de Monsieur Jackson arrive du boulot et il lui dit, voilà, ce qui m'arrive, je ne suis absolument pas fou, je n'ai pas de problème, je suis en train de vivre un changement de ma timeline, ma réalité est en train d'être manipulée. Et il me veut montrer à sa femme les preuves, donc justement ce message du forum. Et là, la page enregistrée n'apparaît pas. La page enregistrée, c'est une page blanche. Donc là, Monsieur Jackson ne comprend absolument pas, ne comprend plus les choses. Et de fil en aiguille, les choses commencent à s'aggraver. Et en fait, toute la réalité de Monsieur Jackson est en train de changer. Petit à petit, progressivement, la réalité de Monsieur Jackson est en train de changer. Et c'est allé jusqu'au point où son aspect était différent, l'aspect de sa femme commençait à être différent, sa maison commençait à être différente. Et quand il essaye de demander à sa femme, mais pourquoi il y a cette photo, pourquoi il y a cette photo sur mon bureau avec des palmiers, une plage de sable fin. Sa femme lui dit, mais tu te souviens, il y a 2 ans, on est allé en vacances en Floride. Et il y a 2 ans, on est allé en vacances en Floride. Et Monsieur Jackson dit, non, on n'a jamais été en Floride. Et là, sa femme lui montre un album photo et les photos dans son portable. Et toutes les photos, les photos donc qui ont été prises 2 ans avant montrent des paysages en Floride. Or, Monsieur Jackson ne se rappelle pas. Et sa vie est devenue un truc comme ça. Donc, on voit un changement progressif de la réalité de Monsieur Jackson. Et Monsieur Jackson, ça n'a pas détruit son mariage, mais ça l'a rendu complètement triste et tout ça. Et c'est, voilà, dans un état absolument abominable. Et ça peut se comprendre. Et il y a d'autres cas de manipulation. Donc là, on voit très très bien que
il y a une manipulation très organisée de, de la réalité de Monsieur Jackson. C'est pas possible que ça soit un glitch dans la fausse création. On voit bien que c'est quelque chose de délibéré. Or, les Amérindiens parlaient de tricksters. Les tricksters, c'est l'équivalent des djinns, c'est l'équivalent de démons qui manipulaient la réalité. Les Celtes parlaient de certaines fées, non pas de fées qui sont liées à des humanités parallèles, mais de fées qui sont des entités sans âme qui manipulent la réalité. Les djinns manipulent la réalité également. Et ça, il y a énormément de cas anciens et contemporains de djinns qui manipulent la réalité. Donc on voit bien qu'il y a une manipulation délibérée de la réalité par ces entités non humaines. Et ça, c'est quelque chose qui va très très loin. Et le but de tout ça, c'est à la fois le vampirisme psychique et c'est à la fois un jeu pervers des entités qui joue vraiment avec nous. Et on en revient à ce que disaient les Grecs anciens, qu'on est des jouets de ces entités, et à ce qu'ont compris des chercheurs, des pionniers comme Charles Fort et John Keel. On est des jouets pour ces entités. Elles jouent avec nous pour vampiriser, pour prendre notre énergie psychique. Et on fera le lien avec le ciblage en réseau un petit peu plus loin. Mais d'abord, il y a d'autres cas de manipulation totale de la réalité. C'est un jeune homme, donc c'est un jeune homme qui a à peu près 25 ans et qui va à l'université. Et son meilleur ami va dans une université, dans une autre ville américaine. Mais les deux copains sont très souvent en contact téléphonique, en contact par Facebook, ils s'appellent régulièrement parce que ils se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans. Et quand ils étaient enfants, les deux jeunes garçons habitaient dans la même rue, ce qui faisait que les parents du narrateur et les parents de l'ami du narrateur, qui s'appelle Ethan, se connaissaient aussi. Donc très souvent, les anniversaires étaient faits ensemble. Le narrateur allait passer très souvent des jours de vacances chez Ethan. Parfois, il passait même les fêtes chez Ethan avec la famille d'Ethan et avec sa famille, et vice-versa. C'était devenu une espèce de famille agrandie, et les deux familles étaient vraiment très amies. Parfois, le narrateur partait en vacances avec Ethan et ses parents. Parfois, Ethan, quand ils étaient plus grands, partait en vacances avec le narrateur ou en week-end avec le narrateur et ses parents. Et voilà, c'était une amitié vraiment très solide. Les deux jeunes garçons ont ensuite fait leur lycée ensemble. Et au moment de partir à la fac, chacun sont allés de leur côté. Chacun ont ensuite mené leur propre vie, mais ils continuaient à rester en contact. Et quand ils revenaient dans leur ville, ils se voyaient toujours et les deux familles continuaient à se voir, notamment en période de Noël. Donc le narrateur a à peu près 20 à 25 ans et il revient pour passer Noël avec sa famille. Donc là il arrive, il voit ses parents et sa sœur, il est très très content. Et puis, comme ça arrive souvent, il commence à raconter un petit peu ce qu'il a fait à l'université, ce qu'il fait, ses parents lui racontent ce qu'ils font, sa sœur lui raconte ce qu'ils font. Et dans la conversation, le jeune garçon dit pour le repas
pour le repas de Noël, j'ai invité Ethan et ses parents. Comme ça, on pourra passer du temps ensemble et puis ça va être très sympa. C'est toujours très sympa de les revoir, d'autant plus que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas vu Ethan. Donc là, il y a un grand silence. Et les parents disent au garçon, mais qui est Ethan? Qui est Ethan? On ne connaît pas d'Ethan. Et il dit, bah Ethan, le fils des voisins, c'est comme de la famille. Mais les parents disent, on ne connaît pas Ethan. Donc là, il commence à s'énerver. Il dit, mais si, on connaît tous Ethan et sa famille, bien évidemment. Non, on ne connaît pas Ethan. Donc, il demande à sa sœur, mais toi, tu connais Ethan? Et la sœur dit, non, il n'y a pas d'Ethan. Et le garçon va sortir un album photo où il y avait des photos avec Ethan, avec la famille d'Ethan. Et là, les photos sont là, mais Ethan et sa famille ne sont plus sur les photos. Comme si ils n'existaient absolument plus. Comme si personne ne s'en rappelait. Donc, le jeune homme retrouve le compte Facebook d'Ethan. Le compte Facebook n'existe pas. Il essaye d'appeler Ethan. Le numéro n'aboutit pas. Il prend carrément sa voiture, même pas sa voiture, il sort parce que c'était dans la même rue à quelques centaines de mètres pour voir la maison d'Ethan. Et là, la maison est là. Il frappe à la porte et c'est une autre famille, rien à voir avec Ethan. Donc là, on voit un cas typique de manipulation du temps, où le meilleur ami du garçon a totalement disparu, comme si il n'existait plus. On voit une manipulation de la réalité. Donc, il y a également le cas d'une dame, et cette dame, c'est une dame qui a 55 ans et qui a mené une vie tout à fait agréable, tout à fait normale. Une vie où elle a été à l'école, où elle a suivi des études, où elle avait une famille aimante, où ensuite elle a rencontré un mari aimant avec qui elle a eu plusieurs enfants. Une vie, ce qu'il y a de plus normal, et une vie plutôt joyeuse, avec des souvenirs normaux, souvenirs normaux, une vie parfois plutôt sympathique. Cette dame, donc, a 55 ans et va faire ses courses. Et quand elle fait ses courses, une tragédie se passe. Il y a un braquage qui tourne mal et elle est blessée au ventre. Et là, elle se réveille, mais dans une vie complètement différente. Il y a plus de mari, plus d'enfants, même son âge est différent, tout est complètement différent. Et quand elle se réveille, elle a un bleu à l'endroit où elle avait été blessée lors du braquage. Donc là, c'est la vie de la personne qui change du tout au tout. Et la dame était extrêmement traumatisée. Elle a eu énormément besoin d'aide parce que voilà, c'est énormément traumatisant, toute une vie qui disparaît. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est absolument pas anodin. On voit bien qu'il y a un jeu pervers de la part des entités. C'est le phénomène du trickster, c'est lié au vampirisme psychique, c'est lié au louche. Donc ça c'est une chose. Il y a même des personnes qui se rappellent de vie dans carrément des timelines alternatives, et
qui ensuite se retrouve dans cette timeline. Par exemple, c'est un cas très étrange. C'est un jeune garçon. Ça se passe aux États-Unis, qui est en train de jouer dans son jardin avec ses cousins. Et puis le jeu tourne mal et il fait une chute bête, et donc il s'assomme. Et là, quand il s'assomme, il se réveille dans carrément une timeline alternative, dans une espèce de grande tour, dans un paysage futuriste. Et pour lui, la vie qu'il avait avant avec ses cousins, sa famille, ses parents, c'était comme un rêve, tout simplement. Un rêve. Donc après, dans cette autre timeline, il mène sa vie, une vie qui dure très longtemps, plusieurs décennies, une vie avec une famille, un travail et tout, dans une ville avec des grands buildings extrêmement modernes. Et puis un jour, il est dans son canapé dans une autre dimension, et il s'endort. Et là, il se réveille, et il se réveille, et il se retrouve par terre avec ses cousins qui sont en train de lui taper dessus pour qu'il se réveille. Donc, on voit qu'il a vraiment vécu, littéralement, sur deux timelines, ou carrément peut-être dans deux dimensions différentes. C'est au-delà même de timeline, ces dimensions. En tout cas, on voit bien que là, est-ce que c'est un glitch ou est-ce que c'est un jeu des entités? On ne sait pas, mais on voit jusqu'où peuvent aller les cas. Et très souvent, dans des cas comme ça, il y a des lampes, bizarrement. Il y a le symbolisme des lampes qui vont jouer un rôle. J'avais parlé il y a un certain temps d'une personne qui avait vu sa lampe de chevet déformée et qui ensuite s'est retrouvée dans une timeline très différente. Là, il y a un autre récit qui est assez connu sur Internet et qui a été authentifié par la chaîne Paranormal Rising et par une autre chercheuse. Je mettrai le lien juste en dessous. C'est un récit qui a été donc authentifié. Donc absolument tous les récits de toute façon là sont authentifiés. Donc ça c'est très très clair. Et il y a une lampe qui joue un rôle. Or, quand on regarde, on voit que les lampes sont associées au djinn. La lampe d'Aladin. Beaucoup de personnes qui ont acheté des lampes, notamment des lampes typiques des lampes d'Aladin, ont après été envoûtées par cet objet auquel les djinns étaient attachés. Donc il y a quelque chose bizarrement avec les lampes. Et je parle de n'importe quelle lampe. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais c'est connecté aux entités. Mais on parlera un petit peu de ça plus loin. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est en train de faire une partie de football américain, comme tout est normal. Après la partie de football américain, il retourne dans ses cours le soir, il rentre chez lui, tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, il termine ses études, il va à l'université, et à l'université, il rencontre une jeune femme extrêmement belle, extrêmement gentille et extrêmement intelligente. Et deux ans plus tard, il se marie. Donc, voilà, une vie très contente. Il a un travail relativement bien payé, et sa femme aussi. Ils vivent dans un quartier sympathique, et c'est vraiment un couple qui est très amoureux l'un de l'autre. Et pour couronner le tout, la femme
tombe enceinte et donc il y a un petit garçon qui naît et 2 ans après, une petite fille qui naît. Enfin, une vie vraiment idéale. L'homme a beaucoup d'amis à son travail. Son travail est plutôt bien payé. Il s'entend bien avec sa famille et sa belle famille. Et surtout, il y a sa femme. Voilà, il est très, très amoureux de sa femme. Et voilà, une vie de famille idéale. Donc, sa vie est une vie joyeuse, beaucoup de vacances, des voisins sympathiques et tout. Et un soir, donc, l'homme rentre chez lui et il y a une espèce de lampe halogène ou une lampe, peu importe. Et là, il se rend compte que les ombres des objets liés à la lampe ne sont pas dans l'angle normal. Donc, justement, il se dit mais c'est extrêmement bizarre. Pourquoi l'angle des ombres n'est pas normal? Et puis il commence à se dire c'est bizarre, ça le travaille. Il en parle à sa femme et sa femme lui dit arrête de te faire des films. Donc il va à son travail tranquille. Le lendemain, pareil, l'angle des ombres n'est pas un angle normal. Donc là, il se pose énormément de questions et tout, et d'un coup, il dit, mais on est dans une réalité artificielle, on est dans une matrice, on est dans une fausse création, on est dans une simulation. Donc là, il en parle à sa femme, et ça ne passe pas du tout. Et sa femme lui dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout, tu as trop vu de films à la télé. Et puis, progressivement, l'état psychique de l'homme se dégrade. Il devient vraiment très, 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 très triste. Il se dit, on est dans une réalité artificielle. Voilà, je suis pas à ma place dans cette réalité. C'est une réalité artificielle. Je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Donc même son patron au travail se rend compte que son travail est de moindre qualité. Donc le patron lui dit écoute, tu devrais aller voir un médecin. Tu dois faire peut-être un burn-out ou un surmenage. Et sa femme lui dit oui, va voir le médecin. Donc il va voir le médecin. Le médecin parle avec lui. Il parle avec le médecin et puis il lui explique qu'il est dans une réalité irréelle. Donc le médecin lui conseille des séances de psychothérapie, des choses comme ça. Il commence une thérapie et ça fonctionne très bien. Il commence à oublier ça et il reprend sa vie heureuse. Et ça dure comme ça pendant 1 an. Et un soir, il revoit cette lampe. Et là, il voit que toutes les ombres sont complètement déformées, que rien ne fait sens en fait. Voilà, que il y a quelque chose, la réalité ne fait pas sens. Donc là il comprend, que son bonheur est terminé. Quelque chose lui dit que son bonheur est terminé, que sa vie, que sa vie telle qu'elle est finie. Lui il pense qu'il va mourir et il s'endort. Quand il se réveille, c'est à peu près une dizaine d'années en arrière. Il est sur le terrain de football américain et il a eu un choc à la tête. Et il est 10 ans en arrière. Donc, le choc est très violent à tel point qu'un agent de sécurité l'amène tout de suite à l'hôpital, directement, parce que voilà, il y a beaucoup de sang et tout. Arrivé à l'hôpital, les médecins constatent qu'il a une commotion cérébrale, mais que, somme toute, il n'a pas de lésion et qu'il va s'en remettre. Donc il s'en remet, mais après, il fait une déprime et il repense à toute cette vie perdue. Et donc, la déprime est vraiment très très forte et carrément, c'est une situation de déprime, de deuil. Et les médecins constatent
que les événements sont réels parce que il y a que des événements réels qui peuvent avoir un impact comme ça. Et ce qui a été plus cruel, c'est que voilà la vie du garçon après qui a continué puisque ça date des années 2012-2013. La vie du garçon donc a continué, mais il n'a jamais retrouvé la fille et tout, jamais retrouvé la fille de ses rêves. C'est comme s'il n'existait pas. Il a même essayé de la chercher et tout. C'est quelqu'un qui n'existait absolument pas. Donc là, on voit que c'est un coup extrêmement cruel des entités non humaines qui carrément ont manipulé la timeline de la personne, reprogrammé la timeline de la personne ou transféré la conscience de la personne dans une timeline alternative ou reprogrammer la timeline parce qu'elles sont capables de le faire, où la personne a une vie totalement différente, où tout est totalement différent. Et ça, c'est pas des glitches, ça c'est quelque chose qui est lié vraiment aux manipulations délibérées des entités non humaines. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est au-delà d'un plan. On voit bien que les entités sans âme jouent littéralement avec ce jeune homme pour vraiment le vampiriser, pour vraiment prendre son énergie. On voit que, et voilà, et ces cas-là sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Même des manipulations de timeline sont beaucoup plus fréquentes. Il y a le cas de Madame X dont je parle dans mon livre Les marionnettistes derrière le rideau, où elle s'est retrouvée c'est un peu différent, mais dans une autre timeline. Là, en l'occurrence, des reprogrammations de la réalité sont beaucoup plus fréquentes et sont très souvent associées à des lampes des personnes pour une raison que j'ignore. Et ça peut faire partie du jeu pervers des entités sans âme. Quand il y a ces changements de réalité, vont très souvent remarquer qu'il y a des problèmes avec des lampes, que des lampes sont déformées, que les ombres des lampes changent. Il y a quelque chose de symbolique avec la lampe. La lampe, c'est la lumière, donc ça peut être le symbolisme de la fausse lumière ou un jeu pervers des entités. En tout cas, quand il y a ça, on peut penser à Inception, l'espèce de toupie qui tourne. Et Inception, pour moi, c'était une programmation prédictive, à la fois pour la manipulation des rêves, mais aussi pour ces manipulations de timeline, parce que ça, c'est bien différent de rêves, c'est carrément des manipulations de timeline, puisqu'il y a des preuves même physiques que quelque chose s'est passé. La dame qui a un bleu à l'endroit où dans l'autre timeline, elle avait été blessée puis tuée dans un braquage, on voit bien qu'il y a des preuves physiques, on voit bien que c'est des événements physiques, des changements physiques de timeline. Et dans le film Inception, il y a cette toupie qui est l'espèce de marqueur du rêve, et là, il y a très souvent des marqueurs du rêve, cette sensation que tout va arrêter, des déformations de la réalité juste avant que le changement de timeline se produise. Mais vous allez me dire, quel lien avec le ciblage en réseau? Alors là, on est bien évidemment dans le domaine on est vraiment dans le domaine de l'hypothèse, bien évidemment, mais quand on regarde les cas de ciblage en réseau classiques, entre guillemets, il y a très souvent des manipulations de la réalité. Par exemple, il y a des personnes ciblées, quand elles vont faire quelque chose d'important, il y a tout qui va mal. Il y a la voiture qui tombe en panne, ensuite, ils essayent de prendre le métro tombe en panne, ensuite, elles se trompent d'entrée, il y a des gens qui les bousculent et tout, c'est vraiment fait pour bloquer. Et ça, c'est tenu par les entités non humaines. Pour bien comprendre le ciblage, il y a un film à voir, c'est le film L'Agence, où il y a des entités non humaines qui carrément empêchent un couple de se rencontrer. Et ça, c'est vraiment une programmation prédictive, une révélation contrôlée du ciblage.
Carissa Conti, par exemple, expliquait, qui est une personne qui est à la fois abductée et ciblée, elle disait que dans son ciblage, les entités programmaient des objets dans la réalité et les manifestaient dans la matière pour qu'elles prennent des mauvaises décisions. Par exemple, elle allait signer pour prolonger un contrat dans un travail qu'elle n'aimait pas, et là, d'un coup, elle est dans l'ascenseur pour signer, et d'un coup, il y a un stylo qui roule dans l'ascenseur. Donc stylo, ça symbolise la signature. Elle regarde de partout et elle comprend qu'il n'y a personne. Donc Carissa Conti, qui est au courant des manipulations des entités pour avoir pris du recul et analysé ces abductions et analysé comment les entités la manipulaient lors des abductions entités et CMI, puisqu'il y a des MyLabs aussi, elle a compris que c'était une manipulation des entités. Donc elle n'a pas signé. Et elle est partie directement et elle a suivi ce qu'elle voulait faire avant. Elle est partie en Floride. Et bien lui en a pris parce qu'elle a rencontré son futur mari et tout en Floride, alors qu'elle aurait été bloquée dans un travail qu'elle n'aimait pas. Donc Carissa Conti a décrit ces manipulations de la réalité. Cette manipulation de la réalité, par exemple, on le retrouve dans des cas, Donc ces synchronicités artificielles, ça se retrouve dans énormément de cas de ciblage. J'ai reçu énormément de témoignages de personnes ciblées qui vivent ces synchronicités artificielles. Et c'est très logique. Pourquoi? Parce que le ciblage, c'est un phénomène qui est connecté aux entités non humaines, qui sont derrière les abductions, qui sont derrière la fausse lumière et qui sont à la fois des programmes de la fausse création et ce sont des entités qui agissent aussi sur cette fausse création. Donc, c'est connecté aussi aux pensées intrusives, aux entités qui sont derrière les pensées intrusives. Donc, c'est à plusieurs niveaux, mais avec les entités sans âme au sommet. Donc, qui dit synchronicité artificielle dit manipulation de la réalité. Donc, on voit très bien que si les entités qui sont derrière le ciblage sont capables de manipuler la réalité, elles peuvent très bien manipuler totalement la timeline de la personne ciblée. Donc on peut se poser la question si ces manipulations de timeline ne sont pas une composante du ciblage dans certains cas. Après, il y a d'autres explications aussi, mais on peut se demander si ce n'est pas connecté au ciblage. Parce que ces manipulations de timeline, c'est vraiment quelque chose d'abominable qui donne de l'énergie psychique aux entités non humaines. C'est un vampirisme et c'est à la fois un jeu pervers. Or, derrière le ciblage, il y a cet aspect jeu pervers, cet aspect abominablement pervers des entités qui jouent littéralement avec nous. Et encore une fois, on en revient toujours à ce phénomène des tricksters, à ce phénomène de djinns, à ce phénomène aussi de dieux, qui sont en fait des entités sans âme, de faux dieux, qui jouaient avec les humains. Parce que derrière le ciblage en réseau, il y a un jeu pervers. Ces entités jouent littéralement avec les humains. Du reste, j'avais fait une enquête avec Nagist en état de conscience modifié qui confirme ce jeu pervers des entités sans âme. Or, c'est aussi confirmé par des personnes ciblées. Il y a le témoignage de Carissa Conti, mais il y a aussi le témoignage d'Elisa Parr, donc une personne ciblée anglaise qui confirme ça. Donc on voit très très bien qu'il y a ce jeu pervers. Et pour moi, il y a la composante manipulation de la réalité. Cette manipulation de la réalité explique les synchronicités artificielles, mais dans des cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la manipulation totale de la timeline, où des gens se retrouvent carrément dans des timelines différentes. Après, il y a des personnes qui ne se souviennent pas de ces manipulations de timeline,
mais d'autres personnes qui s'en souviennent. Et là, c'est vraiment dramatique parce que ces gens se retrouvent dans des réalités totalement différentes. Et il y a beaucoup plus de cas de personnes qui se souviennent qu'on ne peut le penser, même si heureusement, la majorité des personnes ne se souviennent pas de ça. Et heureusement, parce que c'est vraiment une expérience hyper traumatisante. Ce concept est montré dans le film Dark City. Donc, à mon avis, ça va même au-delà du ciblage, à mon avis. Beaucoup de personnes ciblées ont leur timeline manipulée et beaucoup de personnes ciblées s'en souviennent parce que c'est voulu par les entités pour vampiriser, pour prendre le louche, parce qu'il y a cette extraction d'énergie qui est connectée au ciblage. Mais à un autre niveau, on peut penser que les entités non humaines jouent constamment avec nos timelines et qu'elles manipulent constamment à des degrés divers notre réalité. Pourquoi? Parce qu'elles jouent avec nous comme des pions. Ça fait partie du jeu abject et pervers des entités non humaines. Et ce jeu, c'est encore une fois les anciens qui avaient compris ça et les chamans amérindiens notamment avec ce concept de tricksters. Et c'est pour ça que cette information est très importante parce que tous ces entités, comment elles manipulent? Elles manipulent par notre ignorance. Elles manipulent justement par le fait que l'on n'est pas au courant d'elles ou alors qu'on est manipulé par des versions tout édulcorées de ces entités. Oui, elles sont là, mais il suffit de telle ou telle prière, tel ou tel rite pour que les entités partent, ou bien alors que toutes les entités sont belles et gentilles, alors que ce n'est pas ça du tout. On a affaire à des entités prédatrices. Et ces entités prédatrices, comment elles nous manipulent? La première chose qu'elles font pour nous manipuler, c'est nier leur propre existence ou alors camoufler ce qu'elles sont vraiment. Donc déjà, prendre conscience de ce qu'elles sont, prendre conscience de la manière dont elles nous manipulent, c'est déjà un premier pas. Et ça, c'est clair, d'où l'importance de l'information. Après, bien évidemment, libre à chacun de prendre ou de laisser. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est vraiment individuellement et collectivement. Et j'en parlais encore hier avec Alexis Lambin. La solution, vraiment, c'est de faire un travail sur nous pour élever notre vibration, pour créer une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà de ces entités. Parce que comme on a une connexion divine, on peut élever notre vibration à l'infini, alors que les entités ne peuvent pas aller au-delà d'un certain seuil. Et je pense que c'est élever nos vibrations pour créer un canevas de réalité au niveau individuel et au niveau collectif qui soit incompatible avec la manipulation de ces entités non humaines. Parce que fondamentalement, l'origine de ces manipulations de timeline, c'est des entités non humaines ou bien de la technologie d'entités non humaines, puisqu'elles collaborent avec le CMI. Donc c'est vraiment élever notre vibration. Ça, c'est extrêmement important pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités non humaines. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Ça passe par se faire plaisir. Ça passe même par lire un livre qu'on aime. Ça passe par boire un verre avec un ami. Ça passe par aller se promener, aller marcher en forêt, marcher dans Paris, faire quelque chose, voilà, qui nous plaît tous les jours au quotidien et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes par des actes d'amour très simples. Ça peut être tout simplement faire un sourire à un SDF, ça peut être tout simplement aider une personne à traverser la rue, ça peut être des petites choses simples pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité incompatible avec la réalité projetée et programmée par les entités non humaines, pour qu'on devienne les créateurs de notre propre réalité, pour qu'on crée une réalité humaine.
Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.